Bonsoir à tous et bienvenue sur Game TV. Vous êtes donc sur l'émission qui vous connecte avec l'expertise américaine. Je suis aujourd'hui avec mon co-host, monsieur le docteur Jean-Aimé Mouketou. Bienvenue, cher ami, sur Talk to Me. Bien, bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne de télévision Game TV. J'espère que j'ai bien prononcé parce que moi je suis francophone. Voilà. Je mets donc depuis vous êtes un Canadien, donc vous pouvez aller devant, derrière, en français, en anglais, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est bien. C'est ça. Donc, bienvenue sur votre chaîne de télévision Game TV, émettant depuis Washington aux États-Unis. Et la chaîne YouTube Dr Mouketou reçoit émission Heure de vérité avec la collaboration, bien sûr, des chaînes ou bien des médias partenaires tels que Afrique 2050, qui émet donc depuis Maryland aux États-Unis aussi, et la télévision d'Enigma, Africa Media, émettant depuis Chicago aux États-Unis aussi. Alors, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, notre invité d'aujourd'hui, le professeur Daniel Mengara, est un habitué du monde médiatique. Il est universitaire, états-unien, originaire du Gabon. Il est en direct depuis New Jersey, au nord-est des États-Unis. Bonjour, professeur Daniel Mengara. Bonjour, docteur Mouketou. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Alors, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, alors, Monsieur Daniel Mengara, il est un des acteurs de premier plan dans la diaspora africaine ou en Amérique du Nord. Vous êtes, comme je l'ai dit, américano-gabonais. Vous êtes professeur de littérature et d'études francophones à Montclair State University dans le New Jersey, aux États-Unis. Vous êtes aussi, précision détail, grand connaisseur de la politique du continent africain. Voilà. À cet effet, vous êtes le fondateur et président d'un mouvement politique dénommé Bongo doit partir. Et je signale également que vous êtes précurseur, j'ai dit bien précurseur, à l'échelle mondiale du cyberactivisme, surtout à l'échelle de votre pays, donc le Gabon. Et vous êtes marié et père de 2 enfants. Alors, tout d'abord, professeur Daniel Mengara, c'est la question rituelle de notre émission sur Game TV. Comment allez-vous d'abord? Comment allez-vous? Non, écoutez, docteur Mouketou, ça va très bien. C'est-à-dire que je suis surtout heureux d'avoir échappé un peu à la crise, donc à cette pandémie du Covid que vous savez a secoué le monde. Donc je vais très bien et j'espère que vous et monsieur Malik Lenzonzo vous portez également bien. Et monsieur Malik Lenzonzo, comment vous allez? Mais je ne veux pas mentir, vous savez, on parle de crise en crise. C'était d'abord la COVID-19. Maintenant, là, il faut vous rassurer. Je ne suis pas aussi malade que ça, mais j'ai une petite toux qui me dérange. Raison pour laquelle j'ai quand même fait l'effort parce qu'il faut dire que ça fait un bail que j'ai conversé avec le docteur Mengara, donc je ne voulais pas rater cette occasion. En tout cas, pour ce qui est de ma part, ça va. Et voilà. vous, docteur Mouketou, comment vous allez? Bon, écoutez, moi je vais très bien. Je vais très bien. Vous savez, nous qui sommes du sud du Gabon, on se porte toujours très bien, comme les Américains. Vous êtes au sud maintenant, là, vous êtes un Canadien maintenant. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie. En tout cas, merci. Je suis content d'échanger. Je vais échanger avec vous. Nous allons engager cette conversation sur la thématique suivante, la guerre en Ukraine. Nous allons parler aussi de l'actualité sociopolitique et écologique du Gabon, donc votre pays d'origine, professeur Daniel Mengara. Alors, d'abord, professeur Daniel Mengara, depuis, je crois, 2 décennies, je dirais même plus de 2 décennies, vous êtes considéré comme l'activiste le plus impliqué dans ce qu'on appelle la révolution populaire. En fin de citation. Alors, c'est quand la grande contestation sociale dans votre pays d'origine, docteur Daniel Mengara?
aussi d'emblée vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez vraiment une vision réaliste pour votre pays ou bien autrement, est-ce que vous demeurez, vous restez toujours dans cette idée de contestation de manière permanente? Okay. Très bien, merci pour la question. D'abord, encore une fois, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Donc, Monsieur Malik Lenzonzo et puis Dr Muketu, cette plateforme me donne finalement aujourd'hui l'opportunité de m'adresser non seulement aux Gabonais, mais aussi aux Africains, parce que l'expérience gabonaise va pouvoir profiter à tout le monde. Donc, votre question, elle est importante. Elle a deux volets que je vais essayer d'aborder rapidement. Le premier, c'est que vous savez, les luttes des peuples, qui sont ce qu'on appelle des luttes de libération nationale surtout, ne sont pas des luttes sur lesquelles on peut mettre une date de péremption, n'est-ce pas? Ce sont des luttes qui prennent le temps qu'elles prennent, mais qui doivent toujours finir par aboutir. Donc, on ne doit pas, en fait, compter les années parce que à ce moment, on pourrait se dire, si les Sud-Africains, par exemple, qui ont connu l'arrivée d'un certain Jan Van Riebeeck, n'est-ce pas, en 1652, n'est-ce pas, donc au Cap, ce qui leur fait à peu près 342 ans de présence de blancs sur leur terre jusqu'à la fin de l'apartheid, donc 342 ans. Si les Sud-Africains avaient mis une date de péremption sur leur lutte, je crois que cette lutte n'aurait jamais abouti. Et pourtant, au moment où on institue l'apartheid, c'était en 1948 jusqu'en 1994, quand l'apartheid se termine, nous parlons bien là d'à peu près 46 ans de lutte. Si on avait posé une question comme celle-là, n'est-ce pas, aux Sud-Africains, je crois que beaucoup auraient pu dire oui, mais est-ce que c'est une lutte permanente ou quoi? Non. En fait, la lutte des peuples n'a pas de date de péremption. Ces luttes-là doivent aller jusqu'au bout. Maintenant, quand ça change, ça peut être, comment dire ça, le contexte peut être prédéterminé par au moins deux choses. La maturité du peuple, c'est-à-dire est-ce que c'est un peuple qu'on a suffisamment éduqué aux réalités de leur situation, au point que le leadership politique de ce pays-là s'organise pour justement amener à ces changements-là. Et donc, quand le peuple n'est pas encore prêt, surtout parce que ses leaders ne sont pas prêts, on aboutira souvent à des situations où on a l'impression que ça devient des luttes permanentes, alors qu'en réalité, c'est une question de timing. Il faut simplement se dire, tant qu'on a de la vie, on doit continuer à se battre et il y aura forcément un jour où ça va changer. Il n'y a aucun dictateur au monde qui n'ait jamais chuté. Donc, ça arrive toujours un jour et c'est à nous simplement de prendre notre mal en patience en continuant simplement ce combat parce que ce n'est pas un combat qu'il faut délimiter dans le temps. Mais, docteur Mengara, déjà encore, merci d'être venu sur ce plateau pour nous donner un peu votre point de vue sur l'actualité gabonaise et internationale. Votre réponse suggère que il semble aussi que le temps que ce combat prend est aussi dû au fait que certains leaders charismatiques comme vous, plutôt que d'être sur le terrain pour justement être en contact avec les peuples, votre combat jusque-là était virtuel. Et ça, beaucoup de Gabonais vous diront la même chose. Est-ce que ce ne serait pas peut-être le moment que beaucoup d'entre nous commencions à penser à aller sur le terrain? Parce que vous êtes ici aux États-Unis, vous comprenez que les gens comme Martin Luther King, Malcolm X et tout le reste, lorsqu'ils ont apporté le changement qu'ils ont apporté, eh bien, ils sont allés sur le terrain. Est-ce que ce n'est-il pas le moment que nous, qui voulons ce changement-là, commençons à penser, aller au front, peut-être physiquement, aller éduquer les peuples, continuer ce combat sur le terrain? Non, c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous parlons d'associer les Gabonais au modèle de lutte que nous proposons, qui est en réalité ce qu'on appelle une lutte révolutionnaire liée à ce qu'on appelle la force démocratique de la rue. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous devons un jour être prêts nous-mêmes à aller au Gabon. Mais je voudrais quand même revenir sur votre question pour dire ceci. La question du terrain ne doit pas dépasser les questions de vision politique. Parce que je crois qu'on se trompe souvent. On a souvent une sorte de hors-sujet politique quand on fait du terrain une panacée. Si le terrain avait été effectivement cette panacée-là, je crois que le Gabon aurait changé depuis longtemps parce que le terrain n'attend pas qu'un Daniel Mengara. Il y a plusieurs leaders au Gabon qui auraient déjà pu faire que le terrain aboutisse.
Donc, en réalité, vous voyez, nous devons plutôt parler de vision politique, parce que je crois que la question de la vision politique, la question de l'idéologie politique est beaucoup plus primordiale que les affaires de terrain. Si les hommes et les femmes qui se démènent au Gabon avaient eu de bonnes visions politiques, je crois que le Gabon aurait changé depuis longtemps. On n'aurait pas ce débat entre terrain et pas terrain. Mais je concède que pour notre idéologie à nous, parce qu'elle est très spécifique, c'est pas une idéologie politicienne. Ce n'est pas une idéologie classique où on dit on va faire de la politique comme tout le monde. Parce que quand on aborde la politique sous le volet révolutionnaire, on a automatiquement le besoin de définir une lutte de terrain dans laquelle on s'implique soi-même. Et nous comprenons aujourd'hui que la lutte que nous proposons, elle ne peut pas se traiter par sous couvert. Il faudra bien que nous-mêmes nous allions sur le terrain. Mais la question n'est pas juste d'aller sur le terrain. La question, c'est de dire à quel moment faut-il y aller, parce qu'il ne faut pas non plus aller faire ce qu'on appelle l'improvisation. On a vu trop d'improvisation au cours des 30 dernières années, où il y a eu des hommes qui se sont proclamés révolutionnaires, mais qui ne sont jamais allés au bout de cette logique. Et nous ne voulons pas répéter la même erreur. Nous voulons que quand nous arrivons sur le terrain, ça marque vraiment parce que il n'y a pas à ce moment-là de retour. Nous sommes sur le terrain pour en finir et nous essayons de nous organiser pour en finir, pas pour aller meubler le terrain politique et devenir, on va dire, des éléments du paysage politique pendant des vingtaines d'années, alors que rien ne change, alors que nous sommes sur le terrain. Donc, je ne voudrais pas jeter l'anathème sur ceux qui sont sur le terrain. Je note simplement que ceux qui y sont et qui font parfois ce reproche n'ont pas prouvé que le terrain est supérieur à ceux qui sont hors du terrain, parce qu'on se rend compte finalement aujourd'hui que beaucoup, comme nous, viennent se battre avec nous sur Facebook, deviennent virtuels en étant même au Gabon même, et ça c'est une manière d'échapper, de fuir la lutte elle-même qui nous interpelle. Donc je dis non, aujourd'hui nous n'allons pas établir ce clivage entre terrain et non-terrain, nous allons plus nous poser des questions sur c'est quoi l'idéologie des uns et des autres? Quelles sont les idéologies qui nous amènent sur le terrain et comment pouvons-nous nous organiser autour de ces idéologies? Donc, je suis d'accord avec vous que le terrain sera forcément obligatoire pour nous parce que nous comprenons, après tant d'années, que nos idées sont bonnes, mais elles ne sont pas nécessairement des idées que d'autres peuvent implémenter. Ce sera à nous-mêmes d'aller faire ce travail sur le terrain et donc nous nous organisons en ce moment pour cet objectif. Bien. Docteur Daniel Megara, vous avez presque fait la transition par rapport à la première partie de notre interview. Donc, nous allons parler d'abord de l'actualité sociopolitique et écologique dans votre pays d'origine. Alors, la première question que je voulais vous poser a un rapport avec la gestion de l'environnement ou bien la problématique écologique dans votre pays. Alors, le groupe pétrolier, ça tombe bien, hein, franco-britannique, qu'on appelle donc Pereco, a reconnu une fuite d'hydrocarbures et cette reconnaissance a été donc présentée jeudi 28 avril 2022 près de Port-Gentil, qui est la capitale donc économique de votre pays. Donc ce groupe pétrolier assure tout mettre en œuvre pour, je cite, prévenir tout dommage voilà, environnemental. Fin de citation. Alors, le Gabon, comme vous le savez, le professeur Daniel Bengara est un des plus gros producteurs de pétrole hein, à l'échelle du continent africain, mais dont 2/3, je dis bien 2/3 de la population donc gabonaise vit dans une pauvreté criante. Alors, comment, professeur Daniel Bengara, vous me permettez, hein, vos compatriotes, parce qu'au début de l'émission, je disais, vous êtes américano-gabonais. Comment vos compatriotes américains peuvent-ils tolérer de telles pollutions et une telle misère au point que le président Joe Biden, donc le président états-unien, envisage de renforcer la coopération entre le Gabon et les États-Unis. Donc, alors, à propos de cette coopération, je crois que vous êtes au courant, hein, j'ai lu une déclaration de votre président, Ali Bongo Ondimba, sur sa page Facebook. Voilà ce qu'il dit, je cite, hein, « La défense de l'environnement, la sécurité et la stabilité dans un contexte géopolitique mouvant, la prospérité partagée et la lutte contre les inégalités, notamment entre les différents continents, les problèmes globaux supposent des solutions globales et concertées. » Fin de citation. Votre commentaire, professeur Mengara?
Écoutez, comme c'est une question de temps, je peux certainement m'attarder sur une réponse plus longue, mais je vais essayer de résumer. Il y a un contenu un peu paradoxal dans la question elle-même, parce que à un problème gabonais, vous semblez suggérer que la solution doit venir des États-Unis, de Joe Biden et des Américains, ce qui n'est pas nécessairement ma position. Je sais que sur les plans bilatéraux, bon, les pays vont avoir des rapports, mais quand il s'agit d'un problème de pollution au Gabon, je crois que là, c'est un problème que les Gabonais doivent être capables de résoudre. Ce n'est pas l'Amérique qui viendra le résoudre à notre place. Et ça me ramène toujours à ma philosophie politique, hein, qui est que je n'aime pas tellement cette approche que nous avons en Afrique et surtout au Gabon, de toujours dire que quand il y a un problème chez nous, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir le résoudre. Ma position serait plutôt de dire que je suis plutôt étonné que malgré ce qu'on nous montre comme image de pollution, le fait que des populations risquent en réalité de perdre leur espace, n'est-ce pas, en matière de terres sur lesquelles elles habitent, mais aussi de terres arables, hein, qui pourraient être détruites pour des décennies, que au Gabon, ça n'a suscité aucune réaction de la part des populations et des leaders politiques. Alors que techniquement, ça c'est une des occasions pour lesquelles un peuple comme le nôtre devrait être dans les rues pour aller dire, écoutez, les Gabonais allons dans les rues pour dire, écoutez, on en a marre de cette pollution, on va à Port-Gentil, on fait des manifestations de rue pour dire, ça suffit comme ça. Vous voyez, moi je suis plutôt de cette idée que si les Gabonais eux-mêmes ne se préoccupent pas de leurs propres problèmes, vous pensez que c'est Joe Biden qui viendra se préoccuper de nos problèmes? Les relations internationales sont des rapports d'intérêt. En ce moment, l'Amérique a besoin du pétrole gabonais. Vous voyez, dans le cadre de ce que vous savez, la guerre en Ukraine et tout le monde, on cherche chaque petite goutte de pétrole qu'on peut trouver où on peut. Alors, dans ce contexte-là, on ferme les yeux sur certaines choses. Mais vous voyez, ça c'est l'Amérique. Mais la responsabilité de l'Amérique n'est pas de venir se préoccuper de nos problèmes internes. C'est à nous de nous présenter en réalité à nous-mêmes comme des hommes et des femmes responsables, conscients, n'est-ce pas, de leur patrimoine, hein, qui est le patrimoine national, pétrolier et tout le reste environnemental. Et c'est à nous de le sauvegarder. Et nous ne pouvons le sauvegarder que si nous décidons à défendre nos intérêts. Et la défense de nos intérêts commence par exemple par dire, écoutez, on est dans les rues pour exiger de Coperenco des actions immédiates, ensuite des réparations immédiates, mais en même temps, une modernisation des installations, parce que ce que moi je vois là, des installations rouillées qu'on n'a pas refaites depuis des années, c'est un scandale. Vous voyez, mais c'est pas Joe Biden qui viendra faire ça à notre place. Donc voilà pourquoi moi je vais ici interpeller la communauté gabonaise, beaucoup plus, hein, la société politique, la société civile, pour dire ça, c'est notre travail. À nous donc de travailler, à conscientiser Perenco, à lui dire que si ils ne font pas cette modernisation, s'ils ne se mettent pas au travail pour dépolluer et surtout pour garantir qu'à l'avenir ça ne puisse plus se reproduire, je crois que c'est à nous de leur dire, écoutez, le jour où le Gabon change, ces contrats-là, on va les rompre et on donnera ça même aux Chinois s'il le faut. Bien. Merci, professeur Daniel Mingara, qui est notre invité exceptionnel. Alors, restons un peu toujours à cette échelle donc, de votre pays. Hein. Vous avez certainement suivi la déclaration de votre pays, hein, de votre pays, c'est-à-dire de votre président de la République, M. Ali Bongo, que vous ne cessez de contester depuis son arrivée à la tête du Gabon. Donc, il y a eu une élection présidentielle en France. Le président Emmanuel Macron a été élu. Et à la suite de cette élection, il y a votre président, le très contesté, Nono, perfide trompeur en action. Qui a Comment peut-on adressé un message au président français, réélu donc le 24 février pour un second mandat. Et à ce propos, je voudrais profiter de cette émission pour rappeler, comme vous le savez, qu'il a été réinvesti aujourd'hui pour le deuxième mandat. Voilà ce que dit votre président Ali Bongo Ondimba comme message de félicitations. Le chef, je cite, hein, le chef d'État de l'État gabonais Ali Bongo aurait dit espérer que grâce à cette victoire, la France et le Gabon, je cite, ont un avenir à construire. Fin des citations. Alors, deux questions par rapport à cette déclaration de votre très contesté président Ali Bongo. Lesquelles, selon vous, et que pensez-vous de la dernière visite de M. Ali Bongo au Vatican? Voilà, ça fait plusieurs questions mélangées en même temps. Il y a Macron, il y a le Vatican et tout le reste. Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Moi,
je n'ai pas tendance à vouloir trop m'attarder sur les questions bilatérales entre les pays. Parce que les pays, la politique bilatérale, c'est quoi? C'est généralement la langue de bois. On dira des gentillesses, on dira ce qu'il faut pour justement accommoder ces relations-là. Mais encore une fois, moi, en tant que Gabonais, je regarde ça comme un spectacle et je me dis, bon, ok, ça, c'est les relations bilatérales. Mais en même temps, j'essaie de plutôt m'attarder sur ce qui se passe à l'intérieur du Gabon. Vous avez, par exemple, posé la question par rapport au Vatican. Bon, beaucoup de gens savent que le Vatican, c'est d'abord un État. Donc, le pape est un peu le président, si on veut, du Vatican. Donc, le Vatican aussi entretient des relations bilatérales avec la plupart des pays au monde. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des moments où il peut y avoir des rencontres comme celle-là. Donc, cette question n'est pas tellement une question à poser à des gens comme nous. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est plutôt une question à poser au pape. Que quand il reçoit Ali Bongo, qu'est-ce qu'il pense dans son esprit? Est-ce qu'il pense recevoir un homme qui représente réellement on va dire, l'idéal en matière de respect des droits humains, des droits démocratiques, des droits à la dignité de son peuple, ou est-ce que là, il reçoit plutôt quelqu'un qu'il voit comme une brebis égarée, qui, selon la doctrine chrétienne, veut dire que même un pécheur, on peut chercher à le repentir. Donc, pour moi, ce ne sont pas des questions tellement qui me préoccupent, parce que visite au Vatican, visite ou lettre à échange de politesse avec Macron, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, moi, à mon niveau, c'est plutôt que quand nous avons justement ce spectacle, d'abord d'un homme, il faut le reconnaître, diminué physiquement, qui, de toute évidence, a démontré qu'il n'est plus capable d'assumer cette fonction. Quand nous voyons cet homme-là se déplacer, aller en France, aller au Vatican, aller je ne sais pas où, qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons réellement? Ça, c'est ma question qui est réellement la plus fondamentale. Donc, je voudrais plutôt que les Gabonais s'attardent sur cette question-là. Est-ce que cet homme qui se déplace, est-ce qu'il se déplace avec leur blanc-seing? Est-ce qu'il se déplace avec leur bénédiction? Est-ce qu'il se déplace parce qu'il va vraiment là-bas représenter la volonté des Gabonais? Si nous pensons que non, alors c'est à nous de résoudre cette équation, parce que oui, les relations avec la France, le Gabon vont peut-être continuer, mais elles n'ont pas besoin de continuer avec Ali Bongo, ni les Bongo. Donc voilà pourquoi moi je suis plutôt dans l'esprit qui dit que nous devons plutôt nous dire, si nous nous plaignons de ce que nous voyons, nous devons nous dire qu'il y a un moyen d'en finir. Et ce moyen d'en finir, c'est simplement, à partir du Gabon, de se dire, il faut se débarrasser de ce régime. C'est tout ce que moi je pourrais dire à ce niveau-là. On ne vous entend pas, hein, monsieur. Voilà, voilà, le micro était, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas, j'étais en train de tousser, je voulais pas que ça sorte sur l'écran. Donc, je disais, je voulais un peu bounce back, comme les Américains disent, sur cette question des rapports qu'on a avec autrui par rapport à nos propres rapports. Je crois que la première responsabilité d'un président, c'est d'abord son peuple. Et quand ce peuple est malade, quand il y a des problèmes, la préoccupation devait être de résoudre ces problèmes. Vous avez cité pour les problèmes d'environnement, on a même des ministres qui sont là, qui sont chargés à résoudre ce problème. On n'a pas eu sérieusement une mise je vais dire, une mise en confiance du peuple, qu'un gouvernement vient, les responsables qui sont censés mettre en confiance les populations viennent dire ce qu'ils vont faire et quelles sont les réparations qu'ils vont faire par rapport à ça. Parce que c'est un problème sérieux, vu ce qui se passe dans le monde. Et là, je pense que vous avez aussi dit quelque chose de très important. Lorsqu'on se préoccupe plus de celui qui est à l'extérieur, ça veut dire que c'est cette personne-là qui nous donne la valeur qu'on a. Donc, si aujourd'hui, vous parlez des problèmes de santé, est-ce que les Gabonais sont clairs? Est-ce que nous sommes clairs sur le dossier médical du président de la République? Parce que c'est lui, on l'a élu, on l'a nommé, on l'a choisi pour être là. Et quand quelque chose ne va pas, surtout quand un président n'est plus dans ses capacités, qu'on pense qu'il n'est plus dans ses capacités, je crois que c'est dans le respect de ce même peuple-là d'avoir l'information qu'il faut. Je parle un peu dans le sens ici, hein, nous qui sommes ici à l'Occident, aux États-Unis en particulier, et il y a eu une exigence nationale qui fait qu'un commandant en chef dans un pays a le devoir, ou les institutions en place ont le devoir donc de dire au peuple que ce commandant en chef est capable
de diriger le pays. Donc, ce qu'on ne voit pas jusque-là, on voit plutôt des voyages à l'extérieur. On voit le Gabon qui veut toujours redorer son blason hors du Gabon. Est-ce que les préoccupations des Gabonais sont prises en compte? Voilà. Voilà. Donc, je crois à cela, vous avez brillamment répondu. Je vais peut-être ramener encore. Écoutez, docteur Daniel Bengara, nous vous avons posé des questions en rapport avec les voyages de votre président de la République, M. Ali Bongo, parce que nous constatons que ces voyages sont utilisés à l'échelle nationale, au niveau de la politique nationale, en disant que voilà, vous me contestez ici à l'intérieur, mais à l'extérieur, on me soutient. Alors, il est clair que Ali Bongo essaie de redorer un blason qui n'existe plus. Et son objectif a toujours été déjà de combattre le Congo-Ça sur Facebook, puisque son rôle aujourd'hui, en fait, son rôle, on va dire, sa prétention est de montrer aux Gabonais qu'il est vivant. C'est tout ce qu'il fait. Donc, ces voyages-là, c'est pour montrer qu'il est vivant, parce qu'il y a cette rumeur qui dit que ce sont des sosies. Mais ça, c'est pour le Congo-Ça. Mais la réalité est vraiment ce que M. Lenzonzo vient de souligner, c'est-à-dire que cet homme qui se promène dans un contexte où nous savons qu'il n'est plus vraiment capable d'assumer, on se pose la question qui dirige le Gabon. On reviendra sur cet aspect. Et dans ce qui dirige le Gabon se trouvent des questions fondamentales qu'il faut absolument clarifier, n'est-ce pas? La question de qui l'a mis là d'abord, ou qui s'occupe du Gabon pendant que lui, il est indisposé. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en fait une sorte de caisse de résonance, à lire des discours, tout simplement, et à se pavaner sur la scène internationale, sans plus. Mais la question de la gestion du Gabon, de sa crise politique, de sa crise économique, de sa situation de perdition morale, on ne voit nulle part de présence gouvernementale. Et j'admire ce que M. Lenzonzo a dit, parce que sur la pollution, quelle est la réelle communication que vous avez reçue de ce gouvernement-là? La crise de la pollution, elle est là, mais ils n'ont pas vraiment parler comme il faut aux Gabonais pour clarifier cette crise-là. Donc, vous comprenez que le Gabon est presque comme un pays qui navigue à vue et il va falloir que nous résolvions cette situation. D'accord. Alors, restons maintenant, laissons un peu ce volet diplomatique. Hein. Restons à l'échelle donc de votre pays. Parlons un peu de votre opposition. Vous êtes l'un des opposants reconnus à l'échelle donc du Gabon contre ce système. Donc, dans votre pays, l'opposition hésite sur la stratégie adoptée pour la prochaine présidentielle, je crois, qui est prévue, M. Malik, en 2023. Votre président, donc le très contesté Ali Bongo Ondimba, en poste depuis 2009, peut se représenter. Personne ne peut lui empêcher donc de se représenter pour un troisième mandat, même la Constitution, en tout cas. En tout cas, professeur Daniel Bengara, certains de vos amis de l'opposition sont contre cette élection présidentielle. Je peux vous citer le cas du président Jean Ping et même votre compatriote, l'ancien vice-premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, M. Mobamba, est contre cette élection. D'autres se disent prêts à engager des discussions avec le reste de l'opposition, tout en prenant d'après les informations que nous avons reçues, la création d'un fonds uni, comme nous l'avons vu en 2016. Alors, je voudrais me poser une question très simple, sans langue de bois, professeur Daniel Bengara. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. D'abord, je dirais, hein, docteur Mouketou, quand vous dites personne ne peut l'en empêcher, non, le peuple gabonais peut l'en empêcher, n'est-ce pas? Parce que, et ça revient un peu à ma position politique qui dit que nous pouvons court-circuiter ce système-là avant l'élection de 2023. Et qu'en fait, si nous nous en tenons au calendrier électoral d'Ali Bongo, eh bien, on finira dans une situation totalement irrécupérable parce qu'on ne fera qu'accompagner le régime. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que ma pensée, elle est simple. Depuis 90, l'histoire nous a appris que le système électoral gabonais est formaté pour nous permettre que la victoire des Bongo. Il n'y aura jamais un moment dans l'histoire de notre pays où on pourra obtenir le changement politique par les urnes. Je l'ai affirmé quand j'ai créé le mouvement Bongo doit partir en 1998, après une observation de la période entre 1993 et 1998, n'est-ce pas, les deux élections, premières élections présidentielles
on va dire, multipartiste au Gabon, j'ai, à partir de là, fait une observation basée sur des principes de science politique qui nous ont prouvé par l'observation et l'analyse qu'en réalité, la tendance était telle que non seulement Omar Bongo allait pouvoir défaire tous les acquis de la conférence nationale, mais il allait presque ramener le pays à une situation où on tient des élections par formalité, mais en garantissant toujours la réélection des Bongo. À partir de ce constat, j'ai créé le mouvement Bongo doit partir pour dire justement que le Gabon ne changera plus jamais par les urnes. Et je crois que depuis 1998, on a eu quoi? 2005 comme élection présidentielle, 2009, et enfin 2016, où pour une fois dans l'histoire politique du Gabon, et j'aime à le dire, je veux que les Gabonais m'écoutent, pour une fois dans l'histoire politique de notre pays, nous avions vraiment la preuve qu'un opposant avait gagné. Dans ce cas, Jean Ping. Pour une fois. Parce que la victoire de Jean Ping ne faisait aucun doute, ni pour la communauté internationale, ni même pour le régime des Bongo lui-même. Puisque pour une fois dans l'histoire politique de notre pays, le régime a reconnu avoir perdu 7 provinces sur 9. Mais en même temps, le régime a reconnu avoir perdu la diaspora. Donc, ce qui a valu la perte de pouvoir de Jean Ping dans ce cas-ci, c'est que Bongo est allé concocter une combine au Haut-Ogooué où pratiquement 100% des gens qui étaient inscrits dans les listes électorales avaient voté, et parmi ceux-là, 93% ont donné leur victoire, enfin leur vote à Ali Bongo, ce qui était insensé. Vous saviez très bien que vous aviez là, sous vos propres yeux, une manipulation tellement grossière qu'elle ne passait même pas au niveau de la communauté internationale, où l'Union européenne a clairement dit que s'il n'y avait pas eu les chiffres bizarres du Haut-Ogooué, Jean Ping serait en tête. C'est une manière de dire au peuple gabonais que Jean Ping avait gagné l'élection, parce que la concoction des Bongo au Haut-Ogooué n'avait aucun sens statistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Ça veut dire que nous sommes, pour une fois, depuis 2016, devant la preuve irréfutable que, même quand vous gagnez dans les urnes, le régime est toujours capable de vous arracher ce pouvoir. Vous voyez donc la question aujourd'hui des Gabonais, c'est quoi? C'est quoi le mécanisme de prise de pouvoir? Même quand vous gagnez des élections. Ça n'existe pas au Gabon. Nous, dans l'opposition, on a toujours supposé qu'en 93, Mbabosso avait gagné. En 98, Mamboundou avait gagné. En 2005, Mamboundou avait gagné. En 2009, Mbobam ou Mamboundou, l'un d'eux avait gagné. On a toujours supposé, parce que nous savions qu'il n'y avait aucun moyen mathématique, aucun moyen sociologique par lequel un Bongo pouvait gagner une élection qui fut transparente au Gabon. Je dis bien une élection qui fut transparente. Il n'y a pas ce moyen-là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Bongo gagne, c'est forcément de la triche. Mais on ne pouvait pas encore le prouver avec les outils que nous avions à l'époque. Mais en 2016, nous avions la preuve. Mais quand, devant une telle évidence, mon cher docteur Mouketou, on arrive quand même à vous arracher ce pouvoir, que vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir, c'est que le système électoraliste que nous avons au Gabon ne permet pas la prise de pouvoir par la voie démocratique des urnes. Voilà pourquoi la position du BDP reste imperturbable. Le Gabon ne peut changer que par deux voies, on va dire. La voie gentille qui supposerait que les Bongos prennent conscience de leur rôle en tant que garant de l'unité nationale et acceptent une réforme, n'est-ce pas, volontaire, qui garantirait que le système que nous avons en place, à commencer par la Constitution et les institutions, soient réformées et qu'on arrive à des élections où, même quand vous voulez voter un chien, vous pouvez les lire parce que plus personne ne contrôle cette finalité. Mais nous savons que la bonne volonté n'existe pas chez les Bongos. Donc, si vous excluez la bonne volonté, qu'est-ce qui vous reste, docteur Mouketou? Vous ne pouvez pas obtenir la prise de pouvoir par les urnes. Vous ne pouvez pas compter sur la bonne volonté des Bongos. Eh bien, vous retombez dans ce qu'on va appeler les mécanismes populaires qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. Depuis que les sociétés humaines vivent en société, on va dire. Ça veut donc dire ce que nous, on a appelé au BDP la force démocratique de la rue. Et la force démocratique de la rue, c'est quoi? Ben, le Burkina Faso nous a montré qu'on pouvait défaire, un peuple pouvait défaire une dictature, n'est-ce pas? Les mains nues. Par la simple volonté populaire qui a dit au Burkina Faso, à l'époque où Compaoré voulait à peine changer un seul article de sa constitution, le peuple burkinabé a dit niet. Ils sont allés dans les rues et ils ont évincé le dictateur. Donc pour moi, la solution, elle est simple.
Elle part simplement de la volonté de chacun d'entre nous en tant que peuple gabonais d'en finir. Mais vous allez voir que tant que nous aurons cette dichotomie entre ceux qui veulent aller aux élections et ceux comme nous qui y sont opposés, ben, ce sont les Bongos qui gagnent, d'accord? Parce qu'ils gagnent par la participation aveugle à des élections perdues d'avance. Nous, on considère que toute élection au Gabon aujourd'hui, qu'il s'agisse des législatives ou des présidentielles, est forcément perdue d'avance. Donc, ceux qui participent, sachant cela, doivent nous expliquer sur quel mécanisme ils comptent pour prendre le pouvoir. Moi, j'ai étudié la question gabonaise depuis des années. Je n'ai pas vu ce mécanisme. Donc, pour moi, le mécanisme qui nous reste, c'est la force populaire. Et ça ne peut se résoudre que par la force démocratique de la rue. Maintenant, ceux qui veulent y aller, il faut qu'ils nous expliquent. Est-ce qu'ils veulent y aller pour accompagner le régime, pour se positionner politiquement, pour aller à la mangeoire? Ça, ce sont des questions légitimes que les Gabonais doivent pouvoir leur poser aujourd'hui. D'accord. Alors, restons un peu, excusez-moi, Malik, restons un peu. Ok, allez-y. Voilà, restons un peu, je donnerai la parole à Malik. Parlons un peu maintenant de la situation de votre président, M. Ali Bongo Ondimba. Alors, professeur Daniel Mingara, vraiment sans langue de bois, c'est que je voudrais vous demander, j'aimerais vraiment que vous vous exprimiez comme vous êtes Gabonais, M. Malik, vous êtes des Gabonais, donc excusez-moi de l'expression, de souche. Alors, Docteur Daniel Mingara, quand votre compatriote Ali Bongo, comme je le disais, il est Gabonais comme vous. Alors, dites-nous, docteur Daniel Mingara, Ali Bongo a-t-il vraiment des parents pour le protéger? Ça, c'est le sens de ma première question. La deuxième question que je voudrais vous poser est la suivante. Comment, docteur Daniel Mingara, faire pour arrêter, vous me permettez l'expression, cette sorcellerie que je peux appeler publique, qu'on observe par exemple au sommet, si vous voulez, donc de l'État gabonais. Vous voyez? Et je peux dire comment faire pour arrêter cette sorcellerie à ciel ouvert, si vous me permettez cette expression. Le repos, professeur Daniel Mingara, a-t-il un sens pour Ali Bongo Ondimba et sa famille? Troisième question, pourquoi, docteur Daniel Mingara, cette famille d'Ali Bongo Ondimba, se fout-elle, vous me permettez l'expression, de son état de santé très fragile, je dis bien très fragile, ou bien très fragilisé par maladie? Cette absence, docteur Daniel Mingara, de compensation, de santé, donc de très fragilisé, comme j'étais en train de dire, donc cette absence de compensation pour Ali Bongo n'est-elle pas, docteur Daniel Mingara, synonyme de condamnation, je dis bien de condamnation pour ce dernier, ou bien de ce dernier, à l'échafaud, je dis bien à l'échafaud, vous allez vraiment m'excuser pour les termes que j'utilise, à l'échafaud, par une sorte de ce que, Monsieur Malik, je crois que c'est Monsieur Privan Gomo, hein? Non pas Privan Gomo, Oui, comment il s'appelle, le journaliste Télésphore, voilà, Télésphore, voilà, Télésphore Obama parle, je le cite, d'overdose du pouvoir. Fin de citation. Docteur Daniel Mingara. Je vais, avant de laisser la parole, parce qu'il y a tellement, vous savez, il faut être, il y a to be fair. You know, Docteur Mingara, c'est un seul homme avec un seul cerveau. Vous avez balancé tellement de questions, il faut vraiment... il faut vraiment être un peu court dans les questions pour qu'il puisse nous donner des réponses un peu beaucoup plus directes et sincères. Mais avant d'y arriver, parce que je crois que je peux comprendre l'émotion que vous avez en tant que Gabonais vous-même, de comprendre que, bon, comment est-ce qu'un homme qui est arrivé, qui a fait ses preuves, bonnes ou mauvaises, hein, à la fin de la journée, on a démontré ce qu'on peut faire.
Donc, à la fin de la journée, il faut bien qu'on se dise, on a échoué ou on a gagné, mais toujours est-il qu'il y a un temps pour tout. Nous avons vu ici aux États-Unis des personnes, des présidents comme Bill Clinton qui ont fait un travail extraordinaire économiquement parlant, mais pourtant, quand le moment arrivait, ils se sont retirés. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un problème de famille. Ali Bongo, c'est un homme d'État qui appartient à l'État gabonais. Les décisions qui doivent être prises à l'échelle nationale. Ça, ce n'est pas une nièce ou bien une mère ou bien un tonton qui vient lui dire il faut partir de là. Je pense que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais d'ailleurs pourtant faire, c'était de rebondir par rapport à ce que le docteur Mengara a parlé. Il a parlé de la seule condition qui nous reste. Après examination de la situation depuis les années 90, il est arrivé à la conclusion que ce serait impossible d'avoir un processus démocratique transparent au Gabon et qui va occasionner donc le transfert de pouvoir dans la paix. Moi, je pense bien que sa position peut être... ça flatte au regard de l'histoire, ça flatte réellement d'embrasser cette position. Moi, j'en ai réfléchi là-dessus par rapport à tout ce qui s'est déjà passé. Et moi, je me dis, quelque part, que tous les partis doivent avoir une responsabilité. Parce que l'objectif d'un parti politique, je suis dans le Parti démocratique ici, et je peux vous dire, chaque parti, l'objectif, c'est de conquérir le pouvoir. C'est de conquérir le pouvoir. Aucun parti n'est au pouvoir pour le redonner à un autre parti. Donc, c'est de la responsabilité de ceux qui veulent changer les choses, de travailler dans le sens qui va vers le changement qu'on veut. En 2001, lorsque je suis arrivé ici aux États-Unis, ça coïncidait donc à l'élection de George Bush qui, techniquement, avait perdu en Floride. Vous le savez, M. Mengara, je ne sais pas si vous étiez déjà ici. Mais pourtant, il y a eu une controverse. Il y a eu un litige électoral sérieux. Mais à la fin de la journée, nous, les démocrates, on s'est retirés et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre d'activité ne se passe plus? Parce qu'il y a eu sérieusement fraude, si je peux vous le dire, j'ai les preuves. Il y a eu fraude. Au Gabon, il y a eu une répétition de fraude. Jusqu'à récemment, lorsque le président Ping est venu, qui a battu une campagne assez stratégique avec tout l'historique et en étant aussi un membre du PDG, donc il comprenait toutes les magouilles qui se passaient, il s'est bien positionné pour donner en quelque sorte une lueur de démocratie au Gabon. Finalement, avec la mascarade qui s'est passée dans la province du Haut-Ogooué, on a vu que finalement, dans les pays comme le Gabon, il a gagné l'élection et prend le pouvoir. Deux choses qui sont très, très, très importantes à étudier. Et donc, même si il a été déclaré que telle personne a eu l'élection, il y a toujours un fou qui va passer à la télévision pour dire, en date de ce jour, telle personne a gagné l'élection. Donc, ne pensez-vous pas, Dr Mengara, qu'il y a un travail constitutionnel qui doit se faire de manière sérieuse et que les parties prenantes, y compris aussi la société civile, c'est-à-dire que plus jamais, au regard de ce qui s'est passé, parce que lorsque vous dites que le peuple doit se lever, le peuple gabonais, en réalité, s'est toujours levé, est matraqué. On est un petit peuple, donc parfois on ne voit pas ces revendiques sociales, comme les autres pays qui ont sérieusement une grande population. Le peuple gabonais s'est toujours levé depuis les années 90. Et ça, je voulais donner crédit à ce peuple-là qui s'est toujours levé, mais qui, à la fin de la journée, vous avez vu, on a pris quelque chose comme 4 à 5 ans. Oui. Le peuple gabonais a demandé cette victoire. Et je dois encore donner crédit à ceux de la diaspora de la France. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Donc, est-ce que, en ce moment précis, monsieur Dr Mengara, en tant que compatriote, n'est-il pas question aussi d'aller, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et se poser la question de savoir est-ce que l'opposition a réellement fait son travail pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, voilà les raisons qui nous ont fait perdre les élections. Maintenant, nous devons mettre les bouchons doubles. Et je le dis, c'est parce que c'est comme ça exactement que le Parti démocratique a fait ici au sortir de l'élection avec Bush. On a dû changer
la structure électorale, changer, faire en sorte qu'on mette les bouchons doubles pour que cette histoire ne se répète plus. Et vraiment, excusez pour la question. Je sais que Dr Mekoté avait commencé, je viens d'ajouter. Oui, Martin, tellement de questions pour vous. Là, je suis maintenant perdu parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont rentrées, mais je vais essayer quand même. D'accord. D'abord, du docteur Muketo. Elle est en fait simple, hein, parce que vous avez posé des questions fondamentales, mais qu'on pose à des gens avec une base morale. Mais moi, j'ai déjà au départ défini la dictature, le dictateur déjà, comme un homme amoral. Donc, c'est pas quelqu'un qui a la moralité suffisante pour comprendre que, par exemple, je dois quitter le pouvoir quand j'ai suffisamment fait de ce que j'ai fait. Or, nous avons au Gabon une famille qui a régné pendant maintenant 55 ans. Si après 55 ans, vous ne vous rendez pas vous-même compte que vous n'avez rien fait qui soit probant pour votre peuple, si vous ne comprenez pas que c'est le moment de partir, je ne crois pas qu'on puisse vous le faire comprendre autrement. Donc, poser des questions morales à un dictateur, c'est un peu comme demander à un chien de nous chanter le mvette. À mon avis, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? Donc, moi, j'ai déjà évacué ce genre de commentaires sur est-ce que la famille ceci, est-ce que Ali Bongo cela, parce que… Oui, mais docteur Daniel Megara, vous savez, vous êtes appelé, vous voulez être président de la République du Gabon. Face à cette situation, considérant l'état de santé très dégradé de M. Ali Bongo Ondimba, quand je vous parle de ses parents, ça va dans le sens d'avoir des parents, au moins ce qu'on peut appeler des parents compassionels à son égard pour le protéger. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a l'individu Bongo, il y a la famille, mais tout ce monde mange aussi. Donc, vous pensez que ses parents ne bénéficient pas du système, mais tout le monde mange grâce au fait qu'Ali Bongo est au pouvoir. J'ai même envie de vous dire que si eux sentent qu'ils peuvent être privés du pain, ils peuvent maintenir Ali Bongo là même comme un squelette pendant 100 ans s'il le faut. Donc, il faut comprendre que c'est une question de système. Voilà pourquoi, quand on parle de système politique, c'est qu'il y a la famille, les affidés, tout le monde qui fait partie du système en profite. Donc, les questions de moralité dans ce type de système n'existent pas. Voilà pourquoi la solution est toujours une solution du peuple. Quand le peuple n'en veut plus, c'est au peuple de s'organiser pour en finir et pour mettre fin à cette situation-là. Mais vous n'allez pas attendre d'un dictateur qu'il abandonna par lui-même le pouvoir. C'est très rare de voir un dictateur abandonné. En fait, c'est inédit quand un dictateur décide de dire « Oh, que moi je quitte le pouvoir, j'ai suffisamment fait comme ça ». Donc, on ne va pas, nous, s'attendre à ce que quelque chose change dans leur état moral. C'est à nous de dire, quel que soit leur état moral, il faut en finir. Et pour en finir, nous avons des mécanismes que moi je définis comme des mécanismes populaires. Donc maintenant, pour revenir au commentaire de notre frère Lenzonzo, j'ai envie de dire, cher ami, que je partage en fait votre opinion, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas suffisamment fait. Mais nous avons une petite divergence quelque part, qui est que suffisamment faire dans quel cadre? Vous voyez, quand vous parlez des États-Unis, nous parlons quand même d'un cadre démocratisé et démocratique, n'est-ce pas? Où nous savons c'est quoi la nature des institutions. Donc, on a des attentes quand même raisonnable, un peu comme on a vu en France. C'est quand même admirable de voir que on tient une élection ce soir, on a les résultats même dans la même soirée et personne ne crie à la fraude. Pourquoi? Parce que les gens font fondamentalement confiance en leurs institutions. Donc au Gabon, dès lors qu'il y a cette crise institutionnelle, nous devons d'abord effectivement résoudre la question des institutions. Ça veut donc dire quoi? Oui, l'opposition, au lieu de passer son temps, comme on voit déjà en ce moment, à dire « Oh, allons aux élections ». Vous voyez, ils mettent souvent beaucoup d'efforts et d'argent dans l'idée de participer aux élections. Mais moi, je suis d'avis que s'ils mettaient la même énergie dans la définition de préalable, n'est-ce pas, de conditions avant l'élection, demandant la réforme des institutions qui puissent garantir des élections transparentes. Je crois qu'aujourd'hui, ce débat ne se poserait plus. Mais monsieur Lenzonzo, remarquez que depuis 2016, qui est l'opposant qui a posé ce débat? Il n'y a pas ce débat. Et aujourd'hui, un an avant l'élection, sans avoir posé aucune condition, qu'est-ce qu'on nous dit? On lui dit, oh, on va participer. Et on va vous donner des raisons comme quoi? Oh, il faut la mobilisation. Oh, il faut… Mais ils oublient que tous ces éléments-là échouent toujours sur le mur de la fraude et des institutions actuelles. Vous ne gagnerez pas. Si 2016 n'a pas suffi pour vous démontrer que même quand vous gagnez, vous ne prenez pas forcément le pouvoir, c'est que j'ai presque envie de dire, je ne sais pas quoi dire à ces personnes-là.
Par contre, moi, je suis d'avis que si aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, tout le monde adoptait le même discours qui disait que l'élection qui vient ne doit pas se tenir s'il n'y a pas eu réforme institutionnelle et s'organisait pour imposer cette réforme, même par le pouvoir démocratique de la rue, moi, je vous dis que 2023 sera exactement 2016, exactement comme a été 2009, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a en fait un impératif dans le débat politique national. Et quand M. Lenzo le dit, hein, société civile, société politique, société, en fait, le peuple gabonais dans son ensemble, nous avons besoin de poser ce débat des conditionnalités préélectorales qui ferait que si tout le monde s'accordait sur une plateforme de réforme aujourd'hui, je suis sûr que, au bout du compte, on pourrait arriver au moins à faire un forcing amenant à une réforme constitutionnelle. Maintenant, cette réforme ne devrait pas être isolée parce qu'il faudrait ajouter un paramètre à cela, que la prochaine élection ne puisse pas se tenir dans un contexte où le régime des Bongo garde le monopole de l'élection, de l'organisation de l'élection. Il faut créer à côté du gouvernement gabonais, un pôle indépendant capable de gérer cette élection. Vous verrez que dans la plupart des pays qui sont vraiment démocratiques, les systèmes électoraux sont très indépendants. Vous voyez, parce que dans le système qu'on a mis en place dans la plupart des pays, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections en réalité. Vous voyez, c'est ces organes qu'on a créés à côté et qui sont des institutions électoralistes, mais qui organisent les élections sans que le gouvernement y prenne une part directe. Et ça, c'est très fondamental. Quand vous voyez aux États-Unis ici, c'est pas l'État fédéral qui organise les élections, n'est-ce pas? Vous voyez dans d'autres pays, il y a toujours un organe électoral qui est là et qui est indépendant, qui ne subit pas les pressions du gouvernement et qui est donc capable de travailler avec des observateurs internationaux pour s'assurer que l'élection est totalement transparente. Donc, je pense que c'est la voie, en réalité minimaliste, hein, Monsieur Lenzonzo, c'est-à-dire que la voie la plus pacifique, c'est une pression préélectorale pour forcer la réforme sans grabuge. Mais si le régime n'est pas réceptif à cette approche, j'ai presque envie de dire pacifiste, n'est-ce pas? Il faut bien que nous soyons prêts à aller un peu plus loin. Et je suis un peu aussi en porte-à-faux par rapport à l'idée que le peuple s'est déjà soulevé. Oui, le peuple s'est déjà soulevé, mais de manière spontanée. Les soulèvements spontanés qui ne sont pas téléguidés par une organisation autour de ça ont tendance à mourir après un jour, 2 jours ou 3. Donc, je suis d'accord avec vous que le peuple gabonais est en fait prêt, véritablement prêt. Ce qui nous manque au Gabon, c'est une organisation de ce peuple, de cette énergie, n'est-ce pas, pour aller en réalité dans un sens organisé vers un but politique donné. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une dichotomie entre le leadership, n'est-ce pas, qui est là et qui n'encadre pas les velléités révolutionnaires du peuple. Donc, à chaque fois que le peuple gabonais s'est soulevé, je n'ai jamais vu les hommes politiques gabonais embrasser ces combats-là. Même en 2016, on a vu la même chose. Le peuple était dehors, attendant que les leaders embrassent ce combat et en fait enflamment les choses pour amener cette énergie vers un objectif politique. On a souvent vu que les leaders ont tendance à dire « Oh, nous, on n'est pas pour la violence, on n'est pas… » Voilà. Et ils abandonnent en fait ce peuple-là à lui-même. Et je crois que ça aussi, ça doit cesser. Donc, je suis d'accord avec vous que le peuple gabonais est prêt parce que moi, la raison pour laquelle je suis aussi ici aujourd'hui, après plus de 2 décennies d'action politique, c'est que je crois fortement au peuple gabonais. Je sais qu'il est toujours derrière les leaders qui lui proposent et qui lui promettent une action vigoureuse. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce type de leader nous manque. Donc, il faut retravailler l'opposition politique nationale. Nous avons besoin d'une nouvelle opposition un peu plus vigoureuse, mais qui sache réellement que ce peuple-là qui attend un leadership qui comprenne les enjeux. Or, si on continue à penser que la solution, c'est les élections, je crois qu'on aura encore les Bongo ici pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années encore. D'accord, bien. Merci, professeur Daniel Negra. Alors, monsieur Malik Dizouzo, je pense que nous allons prendre les 2 dernières questions. Ce que je voudrais vous proposer, c'est que, puisque nous sommes pris par le temps, on va prendre les 2 dernières questions sur le Gabon et puis voir avec vous si on pourrait organiser une émission spéciale sur la guerre en Ukraine avec le professeur Daniel Negra, parce que c'est une thématique que nous ne pourrons pas explorer à va-vite, quoi. Donc, prenons les 2 dernières questions et puis on verra avec M. Malik Dizouzo si on peut aborder cette problématique sur la guerre en Ukraine. Alors, docteur Daniel Negra, justement, vous avez parlé de la société civile, hein,
sur les élections de 2023 dans votre pays, on constate, voilà, un début d'agitation donc dans votre pays. On nous parle même de la société civile, on nous parle des partis politiques, on nous parle des citoyens. Ces fameux groupes, hein, vous me permettez l'expression, politiques de l'opposition et société civile qui se forment et veulent aller, comme vous le dites, aux élections de 2023. Alors, je voulais vous poser une question très simple. Est-ce que ces groupes que je suis en train de décrire sont-ils réalistes ou corrompus? Et à ce propos, demain, j'aurai une émission spéciale sur Afrique 2050, donc un média partenaire, sur le thème suivant. Nous allons faire le bilan et l'état de lieu des 2 décennies d'engagement de la société civile gabonaise. Est-ce que c'est une société civile libre ou bien une société civile contrôlée? Docteur Oui, Daniel Mingara. déjà, j'ai envie de dire que moi aussi, dimanche, hein, donc à 14h heure des États-Unis, j'aurai une émission là-dessus, justement sur la question des élections. Hein. Donc, l'émission s'intitule en fait « Arrêtons de tromper le peuple gabonais, personne ne gagnera des élections présidentielles ou législatives au Gabon ». Donc, vous voyez déjà que cette thématique répond un peu déjà en avance à votre question, qui est celle-ci. Alors, je ne suis pas libre vraiment, moi, de prédéterminer ou de deviner même ce que les gens pensent. Je ne peux pas être dans le cerveau des gens. Je sais que j'accompagne toujours la liberté, hein, qui est celle des Gabonais, de pouvoir créer les organisations qu'ils veulent. Vous voulez créer un parti politique, vous êtes libre, vous devez être libre de le faire. Vous voulez créer une association, vous devez être libre de le faire, parce que tout cela participe de ce que nous voulons au Gabon, justement, c'est-à-dire la libre expression, n'est-ce pas, de tous. Donc, pour moi, la création de groupes divers ne m'inquiète pas ou ne me préoccupe pas, parce que ça va de soi. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est quand on crée un groupe, c'est pour quel objectif? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fondamentalement en crise politique. Et quand je dis crise politique, pas parce qu'elle est visible dans les rues, mais une crise qui dit que l'immobilisme idéologique dans lequel nous sommes peut compromettre l'avenir politique du Gabon pour au moins 50 ans encore si on ne fait pas attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous entrons dans la politique pour faire la politique normale, parce qu'on confond le Gabon avec un pays normal où la démocratie peut s'exprimer normalement dans le cadre d'institutions normales, où par exemple on vous dira qu'il suffira que l'opposition ait suffisamment de mobilisation pour gagner les élections et prendre le pouvoir. J'ai envie de dire, il y a là comme quelque chose de faux. Quelqu'un trompe le peuple gabonais. 2016 était un grand moment de mobilisation, mais on a vu que même dans ce moment-là, on n'a pas pris le pouvoir. Et ça, c'est la question qui me préoccupe aujourd'hui. Donc, et c'est la question que moi, j'aimerais poser à toute la classe politique nationale. Que, est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, dans votre cœur, que ce qu'on a vécu en 93, 98, 2005, 2009 et puis 2016, vous pensez vraiment que c'était le fruit du hasard, qu'il suffit simplement d'aller participer à une autre élection pour espérer que non seulement vous allez la gagner, mais que les bongos, comme ça, gentiment, vont vous concéder le pouvoir et dire « on va quitter le pouvoir, on vous le laisse ». Vous pensez vraiment que l'élection à elle seule est capable de résoudre cette équation? Moi, je dis, s'ils disent oui, c'est qu'ils ont des velléités autres que celles qui consistent à vraiment libérer notre pays. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le chemin est clair. Seul le chemin de la force démocratique de la rue va nous assurer, au minimum, la réforme institutionnelle que l'on veut et qui pourrait même garantir que ceux-là même qui veulent aller aux élections puissent au moins avoir une chance de gagner et de prendre le pouvoir. Au minimum. Si le régime ne tombe pas, on a au moins la réforme. Mais nous savons aussi que ce régime ne voudra jamais réformer, parce que réformer veut dire en réalité pour eux perte de pouvoir, puisque démocratiquement, ils ne peuvent pas gagner. Si on comptait vraiment le vote dans un cadre transparent, j'ai du mal à voir comment les bongos vont gagner une telle élection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, ils vont forcément résister. Et c'est ça, et c'est là que nous, on doit être prêts à agir pour dire, écoutez, puisque nous voulons aller vers la démocratie intégrale, pas juste le multipartisme, mais une démocratie qui permette la prise de pouvoir. Eh bien, il va falloir agir pour cela. Et ça ne peut passer que par une action populaire que moi j'appelle la force démocratique de la rue. Donc, s'il y a un message pour moi à donner à nos compatriotes, c'est bien celui-là. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas 1000 fois, il n'y en a qu'une seule. D'accord, bien. Merci, docteur Daniel Mingara. Dernière question sur l'actualité gabonaise. Une actualité qui a été présentée par le journal
Monsieur Malik Lizozo, je crois que vous connaissez le journal La Cigale Enchantée, hein, c'est comme ça qu'on appelle La Cigale Enchantée. Voilà, La Cigale Enchantée, du jeudi 28 avril 2022, a provoqué hein, ce qu'on appelle une réaction musclée hein, du porte-parole de votre gouvernement, le gouvernement que vous avez mis à la tête de votre pays. Hein. Je crois que c'est son porte-parole que vous connaissez, docteur Daniel Mingara, Monsieur Lizozo, qui s'appelle Alain-Claude Billier-Binzé. C'est un posteur, donc, d'Alain-Claude Billier-Binzé, qui a dit ceci, hein, je cite, à propos donc, votre compatriote Ali Billier-Binzé a dit en écrivant ceci, je cite, à marche forcée vers, non, c'est en fait c'est le journal en question, La Cigale Enchantée, qui a écrit à marche forcée vers 2023. Ce président Béquillard entre en campagne. Fin de citation. Et à la suite de ce titre, votre porte-parole, le porte-parole de votre gouvernement, s'est mis en rogne. Donc, ce titre a provoqué ce qu'on appelle le courant hein, en langue de Molière, si vous me permettez cette expression, professeur Daniel Mingara. Donc, réaction de votre gouvernement qui est sur le point même de menacer ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, hein, de façon voilée, donc la presse, en disant ceci, l'exercice des libertés garanties par la Constitution doit s'accompagner du respect des lois et règlements en vigueur par les acteurs du débat public. Fin de citation. Votre réaction, cher monsieur, docteur Mingara, ensuite monsieur Lizozo, vous êtes dans un pays formidable. Hein? La réaction, elle est simple. Le jour où Alain-Claude mettra dans la Constitution qu'on ne peut plus dire Béquillard, ben on arrêtera de le dire. Mais pour le moment, ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, il va de soi que les médias soient capables d'utiliser le vocabulaire qu'ils veulent. Et ça, ce n'est pas nécessairement un mot qui veut dire une insulte. Ça dit exactement ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Béquillard, c'est quelqu'un qui marche avec des béquilles. Donc, mais en réalité, moi, je vois dans ce mot un symbole beaucoup plus intéressant. Parce que Ali Bongo, c'est quand même le régime des Bongo, mais le régime des Bongo, lui aussi, est béquillard. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de dire que il n'y a là qu'un symbolisme assez intéressant entre le boitement béquillant d'Ali Bongo et les boitements béquillants du régime depuis 55 ans. Donc moi, je trouve plutôt cette imagerie beaucoup plus multidimensionnelle qu'on ne croit. Et il y a un message voilé là que moi j'admire. Oui, Ali Bongo béquillard, régime des Bongo béquillard. Et quand quelqu'un est béquillard, ça veut dire qu'il ne marche plus de manière stable. Et qu'est-ce qu'on fait pour cela, selon vous? Si vous êtes béquillard, on vous fait peut-être tomber pour vous aider à mieux à mieux tomber. Donc, moi, personnellement, bon, c'est un débat intéressant, mais je crois que c'est un débat aussi sans lendemain, parce que ça n'a pas de valeur réellement politique, en dehors d'essayer d'effrayer les gens vis-à-vis de la question d'Ali Bongo, qui est malade, et il n'aime pas qu'on parle de cette maladie, et nous on dit, ben, s'il est malade, il vaut mieux qu'il aille à la retraite. Mais non, si vous ne voulez pas le mettre à la retraite, alors c'est de bonne guerre que, même dans l'opposition, nous puissions utiliser les armes qu'il faut pour montrer justement au peuple et au monde que cet homme-là n'est pas digne de diriger notre pays parce que justement, c'est un béquillard. Et lui, malheureusement, ce n'est pas qu'une question physique parce qu'il faut le dire, un AVC, ça vous travaille aussi les méninges, ça travaille votre esprit. La question, c'est que, est-ce que cet homme est vraiment quelqu'un qui jouit encore de ses capacités mentales? Et ça, c'est important pour diriger ce Gabon-là. Dans d'autres pays, il ne serait plus au pouvoir parce qu'on aurait déjà eu une transition politique vers autre chose. Au Gabon, il résiste. On sait pourquoi il résiste. Le système veut le maintenir pour que chacun continue de manger. C'est à nous maintenant de déterminer si on va leur enlever ce pain-là de la bouche. Alors, au peuple gabonais, je pose la question, on attend quoi? Monsieur Lizozo? Vous êtes en mute, monsieur. Voilà, merci cher compatriotes, chers frères, docteur Mingara, merci à toi, docteur Jean-Aimé Mouketo. Moi, je pense qu'on est arrivé au terme de cette émission. C'est une bonne conversation qu'on a eue. Quant à la question que vous avez posée, je pense qu'il y a quand même des problèmes sérieux dans le pays. On a parlé du problème de l'environnement. Si le porte-parole est vraiment sérieux, voici les questions sur lesquelles il pouvait
venir sur la scène, que ce soit nationale, expliquer exactement ce qui s'est passé et puis mettre en confiance la population gabonaise. Donc, pour moi, ces genres de questions, je pense que, bon, lorsqu'on veut rigoler un peu, on passe à ces genres de questions. Mais sinon, ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu une très bonne conversation avec des personnes sérieuses. Donc, je tiens encore à remercier le docteur Jean-Aimé Mouketou et le docteur Mengara qui nous a fait l'honneur de venir nous éclaircir, donner son point de vue par rapport à ce qui se passe nationalement. Mais dites-vous bien, docteur Mengara, qu'on a besoin que vous reveniez sur la question de la guerre en Ukraine, parce que c'est aussi ça, l'actualité qui est en train de modifier les rapports des forces dans le monde. Et il est très important qu'on donne aussi notre point de vue par rapport à ça. Donc, un dernier mot pour vous, docteur Mouketou. Je sais que vous brûlez de questions, mais le temps qui nous est imparti est presque terminé. Si vous avez quelque chose à dire rapidement, allez-y. Mais sinon, si ce n'est plus ça, je tiens à vous remercier encore une fois de plus. À remercier ceux qui sont restés connectés à écouter cette conversation avec les frères gabonais, les gens qui se soucient de leur pays. Quant à moi, je suis Malik Lenzonzo. L'émission, c'est Talk to Me depuis Washington DC. On se retrouve prochainement.